Bonjour à tous, du coup, bienvenue sur cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, on va parler de financer l'adaptation de son logement. Donc, on est accompagné d'Aurélie, que je pense pas mal de gens connaissent déjà. Donc, cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom et Adaptia. Elle est financée par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine et par le CNSA. Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui et d'être aussi nombreux en ce début de conférence. On a 12 personnes pour le moment, donc c'est pas mal. Euh, Hop, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que certains me connaissent déjà. Euh, Ah, vous avez pris le. Attendez, je Ah, prends un petit peu de ouais. contrôle. Ouais, juste le temps de finir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chloé, j'assisterai du coup Aurélie tout au long de la conférence. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser, mais dans le chat. Donc, on pourra éventuellement, je pourrais éventuellement les poser à Aurélie tout au long de la conférence si ça a un vrai rapport avec le sujet qui est abordé à l'instant T. Et si jamais c'est pas le cas, vous avez des questions, des commentaires, on pourra dans tous les cas consacrer quelques minutes à la toute fin de la conférence pour répondre à vos questions, ou voilà, pouvoir échanger tous ensemble. J'ouvrirai les micros, les caméras, ce sera quand même plus agréable que de parler via un chat. Voilà. Aurélie, je vous laisse vous présenter et puis commencer quand vous voulez. Ok, très bien. Alors, hop, je reprends le contrôle. Bonjour à tous et désolée du coup pour les petits soucis, les petits soucis techniques, ça arrive. Donc a priori, oui, j'ai pas, enfin je sais pas, le son, le micro sur mon ordinateur ne fonctionne plus, donc je suis sur le téléphone. C'est pas forcément pratique, mais le principal c'est que voilà, vous puissiez m'entendre et que vous ayez surtout accès au visuel. Moi je suis Aurélie Tiraulois, je suis assistante sociale de formation et j'exerce de manière indépendante en libéral depuis 5 ans. Donc, je suis rattachée en fait à aucune structure. J'interviens essentiellement dans les établissements médico-sociaux et dans les entreprises. Euh, voilà, pour faire du service social du travail, mais aussi voilà, tout ce qui va être de la prévention pour l'aménagement du logement suite à des handicaps, accidents de la vie, accidents de la route, mais aussi pour du maintien à domicile de personnes âgées, personnes en situation de handicap. Donc là, euh, hop, je passe le diapo. Donc là, le but de cette heure, c'est de voir ensemble les dispositifs de prise en charge qui concernent l'adaptation du domicile. Alors, si vous êtes là, c'est peut-être parce que certains d'entre vous ont essayé peut-être un petit peu de se renseigner et on s'aperçoit quand même assez rapidement que c'est un petit peu le fouillis, ça va dans tous les sens. Il y a pas mal de possibilités, mais voilà, comment on y accède, quelles sont les aides qui vont être cumulables, quelles sont les aides en fonction de chaque situation et surtout quelles sont les aides en fonction de la situation de la personne qui va demander l'aide, donc c'est-à-dire est-ce qu'elle est propriétaire ou est-ce qu'elle est locataire. Donc là, voilà, le but, ça va être de balayer là sur cette heure les principales aides et de répondre à ces interrogations et puis d'avoir aussi un temps d'échange à la fin de la présentation pour discuter sur ces dispositifs-là. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Alors moi du coup j'ai pas accès parce que je suis sur mon téléphone, mais Chloé pourra tout à fait m'interrompre pendant la présentation pour qu'on puisse y répondre au fur et à mesure. Alors, donc, la première aide, prestation dont on va parler, c'est la PCH. Donc, la PCH, prestation de compensation du handicap, qu'on va solliciter auprès de l'organisme, donc MDPH, Maison départementale des personnes en situation de handicap. Alors, cette aide, la PCH, certains peuvent la connaître puisque la PCH, c'est assez vaste finalement, comme tout le dossier MDPH en lui-même. La PCH, ça peut être une aide financière, ça peut être une aide à domicile, ça peut être une aide à l'aménagement du véhicule, mais ça peut être aussi une aide à l'aménagement de l'habitat. Elle va concerner cette aide aussi bien les propriétaires que les locataires. À savoir que si vous êtes locataire, c'est bien vous qui allez faire votre dossier, qui allez constituer le dossier à votre nom propre. Les conditions d'octroi de cette prestation, c'est des conditions relatives à la résidence, bien évidemment habiter de manière durable en fait,
en résidence principale sur le logement pour lequel vous allez faire la demande. Mais aussi, bien évidemment, des conditions de handicap. Donc ça, c'est la MDPH qui va apprécier le handicap. On verra après la constitution du dossier. Et surtout, un critère qui est très important et pas négligeable, une condition d'ouverture de droit au niveau de la MDPH. Alors, c'est-à-dire, je précise, si une personne a plus de 60 ans, enfin 60 ans ou plus, et n'a jamais ouvert de droit à la MDPH, elle ne pourra pas solliciter la PCH. Elle pourra solliciter la MDPH, par exemple, pour une carte de stationnement, mais au niveau de ses droits en termes de prestations MDPH, ça ne sera pas possible. Elle basculera sur d'autres prestations qu'on verra après. Pourront solliciter donc en fait cette PCH les personnes qui ont déjà ouvert des droits à la MDPH avant 60 ans. Qui ça va concerner donc? Alors, ça peut être une personne qui n'a, par exemple, qu'une carte de stationnement ou qui n'a qu'une reconnaissance travailleur en situation de handicap, mais aussi, bien évidemment, du coup, toutes les personnes qui ont une allocation adulte handicapé, etc. Donc ça, c'est très important parce que c'est quand même un gros dossier, ce dossier MDPH. Donc, si d'emblée, on sait qu'on n'est pas dans les critères, on ne va pas s'épuiser à constituer le dossier. Donc, ce fameux dossier, comment on le constitue? Il est téléchargeable sur Internet. C'est un dossier unique au niveau national. Le formulaire administratif fait une vingtaine de pages et le formulaire médical, donc à remplir par votre médecin, en fait 8. Sur ces 20 pages, que vous allez devoir constituer au niveau administratif, alors tout n'est pas à compléter, puisqu'en fait, c'est la MDPH, le dossier MDPH, pardon, c'est un seul et même dossier pour toutes les prestations, que vous soyez enfant, que vous soyez adulte, que vous soyez sous mesure de protection judiciaire, peu importe que vous sollicitez, c'est le même dossier. Donc, ce qu'il va falloir être vigilant là, c'est comment on le remplit. Donc bien cocher les bonnes cases, bien remplir les bons encadrés et surtout bien transmettre les bons justificatifs. C'est pour ça que c'est toujours un petit plus quand même de se faire accompagner pour ce dossier-là, puisque c'est quand même un dossier important sur lequel aussi, une fois qu'on l'a envoyé, on a quand même 4 à 6 mois d'instruction du dossier. Le plus important là pour ce qui nous rassemble là ce matin, donc c'est-à-dire l'aménagement du logement, et il va falloir que vous transmettiez donc bien évidemment toujours un carte d'identité justificatif du domicile et jugement de mesure de protection si la personne qui fait le dossier donc est sous tutelle ou sous curatelle. Et ensuite, vos documents importants, ça va être le certificat médical, évidemment, et le rapport de l'ergothérapeute qui aura fait une visite à domicile pour évaluer l'autonomie, les actes un petit peu de la vie courante, comment la personne se débrouille et surtout, quels aménagements, travaux vont être préconisés. Et à cela, en fait, une fois que la visite à domicile elle est réalisée, bien sûr, on va toujours vous demander de réaliser un ou deux devis par des entreprises pour que le coût des travaux globaux puisse être chiffré et donc transmis à la MDPH, puisque elle va bien devoir en fait se baser sur des préconisations et un montant chiffré pour attribuer ou non la PCH. Les aménagements qui vont pouvoir être financés par la MDPH dans le cadre de cette prestation, ça va être l'adaptation donc de la pièce de vie où la personne va vivre. Donc la circulation intérieure, éventuellement des changements de niveau avec des rampes. On ne pourra pas faire financer tout ce qui va être domotique, création d'extensions, etc. Même si c'est dans le projet d'améliorer les conditions de vie de la personne en situation de handicap. Ça ne sera pas possible. Donc au niveau de ce dossier, donc une fois qu'il est envoyé, vous recevez normalement donc une attestation de dépôt comme quoi le dossier est complet quelques semaines après, avec un numéro de dossier qui va vous être attribué.
numéro de dossier, donc si vous aviez déjà des droits avant 60 ans, n'aura pas changé, hein, votre numéro de dossier reste identique. Et ensuite, il va falloir attendre l'instruction de la procédure. Dans cette procédure, il y aura également la visite de l'ergothérapeute de la MDPH qui viendra en fait voilà, vérifier les préconisations hein, voilà, qui auront été faites précédemment et peut-être les aménagements qui vont être les plus urgents à réaliser pour la personne. Ce qui est important aussi, c'est que tout au long de cette procédure, hein, tant que vous n'avez pas l'accord enfin voilà, l'accord, on va dire, financier, vous ne pouvez pas réaliser les travaux voilà, sous peine que finalement votre demande de prestation s'arrête. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous, une fois que vous avez fait le devis, vous envoyez vos dossiers de financement. Hein, ça sera pareil pour toutes les autres prestations qu'on va présenter ce matin. Et ensuite, oui, il faut attendre et s'armer de patience d'avoir des retours pour en fait voilà enclencher les travaux dès lors qu'on a des accords éventuellement de prise en charge. Donc ça, c'est aussi la deuxième chose hein, en plus voilà de tous les divers organismes qu'on peut solliciter. C'est la deuxième chose qui va aussi être décourageante, c'est par rapport au délai d'instruction de ces dossiers. Voilà, des fois, on a des personnes qui soit vont être un petit peu bloqués au domicile, sur un lit médicalisé, etc., en attendant que le domicile puisse être aménagé, ou des personnes qui vont être bloquées, par exemple, voilà, en milieu hospitalier, centre de rééducation, parce que le retour à domicile ne sera pas possible. Et c'est aussi pour ça qu'on a des personnes, des fois, qui se découragent et qui font des crédits hein, pour financer ces travaux parce que voilà, ils veulent que ça soit réalisé au plus vite et que la personne puisse être maintenue dans son lieu de vie. Est-ce que ça va pour cette première prestation? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je passe à la suivante? Voilà, dites-moi. Ou sinon, si vous notez vos questions et qu'on revoit tout à la fin du support, vous me dites. A priori, c'est OK. Alors, ah oui, j'avais pas vu du coup que voilà. Bon, donc ça c'est exactement voilà ce que j'ai dit. Plus d'informations donc sur le site voilà service public. La MDPH, mais on le reverra après de toute façon, elle est cumulable avec donc les autres prestations qu'on va présenter, sauf l'APA qui arrive maintenant. Et je vous explique pourquoi. Alors, l'APA, donc qu'est-ce que c'est? Donc l'APA, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie qui est versée par le conseil général ou conseil départemental. Encore une fois, hein, que vous soyez propriétaire ou locataire, les personnes doivent avoir là plus de 60 ans. Hein, donc, on voit du coup le parallèle avec la MDPH puisque les deux aides ne seront pas cumulables. Donc, c'est-à-dire que soit la personne aura ouvert des droits avant 60 ans à la MDPH et donc elle pourra solliciter, on va dire, la PCH pour l'aménagement de son domicile, soit elle n'a jamais ouvert de droit, elle a plus de 60 ans et donc du coup, au lieu de se tourner vers la MDPH, elle va se tourner vers le conseil départemental. Donc, il faut avoir plus de 60 ans et un GIR de 1 à 4. Alors, qu'est-ce que c'est que ce GIR? Alors, c'est vrai que l'allocation personnalisée d'autonomie, on la connaît un peu plus dans le maintien à domicile, dans tout ce qui va être aide humaine, hein, voilà, aide à la toilette, aide au repas, aide à l'habillage. Voilà, l'APA, c'est aussi en fait il y a une possibilité de financement de certains aménagements. Et donc le GIR, c'est ce qui va venir calculer en fait voilà le degré de dépendance. Donc GIR 5 à 6, ce sont des personnes qui sont, on va dire voilà, tout à fait valides. GIR 3/4, c'est des personnes qui vont être voilà, en perte d'autonomie. Et GIR 1-2, on va être sur des personnes qui sont soit totalement grabataires, ou soit qui auront conservé une petite autonomie, mais qui vont avoir des troubles cognitifs, voilà, des pertes de mémoire, peut-être une mise en danger. Et donc, ils vont être catégorisés dans ce GIR-là aussi parce que voilà, il y a un danger par rapport à la dépendance, on va dire, psychologique. Donc, ne pourront bénéficier de l'APA que les personnes, voilà, en GIR 1 à 4, donc c'est-à-dire les personnes pour lesquelles il y aura eu un constat de perte d'autonomie. Voilà, une personne qui va être donc en 5-6 et considérée valide ne pourra pas solliciter cette prestation. Donc là, les aménagements vont concerner
plutôt, on va dire de l'aménagement plutôt gros matériel, hein, donc barre d'appui, des fauteuils d'aide électrique au relevage, voilà, un monte-escalier. On va plus être sur ce type de prestation. Alors, je regarde juste au niveau du DAPA. Donc, le dossier DAPA, il se constitue tout comme en fait le dossier MDPH. Hein, il y aura toujours un volet administratif et un volet médical. Le volet médical, donc voilà, c'est votre médecin qui le remplit, et le volet administratif, donc que vous pouvez télécharger donc sur le site de votre département, puisque là c'est bien en fait une prestation au niveau du département et donc c'est pas une prestation nationale. Ou que vous pouvez avoir au niveau de votre mairie ou auprès de l'assistante sociale milieu hospitalier si la personne est hospitalisée. On est sur actuellement un dossier qui est en fait le dossier bien vieillir. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est plus que sur un dossier d'APA, on est sur un dossier bien vieillir. Donc, c'est-à-dire que si le département en fait estime que vous n'êtes pas dans le GIR pour bénéficier de l'APA, automatiquement en fait un relais va être fait à votre caisse de retraite principale. Alors pour ce dossier bien vieillir, actuellement, on est sur soit donc la CARSAT, hein, le régime général qui est le plus courant, ou soit la MSA, le régime agricole. Donc là, encore une fois, plus d'informations sur le site, services publics particuliers, etc. Donc ça, vous pourrez cliquer sur le lien. Au niveau de la prestation de l'APA, on est quand même sur des délais qui sont moins importants que la MDPH. On a toujours la même procédure, hein, l'envoi du dossier, la visite à domicile, donc là qui se fera par, on appelle ça un évaluateur médico-social, donc un infirmier du département, et ensuite le rendu de la notification. Alors, on est sur 1 mois et demi, 2 mois. Hein. C'est vrai que moi, j'ai pas précisé, je suis sur le territoire des Hauts-de-France. Voilà. Après, on est quand même en moyenne sur ces mêmes délais, au niveau national. Donc pareil, c'est ce que je pense que je l'ai dit au tout début. Donc celui-là, que vous soyez propriétaire ou locataire, pas de souci, vous faites le dossier en votre nom propre puisque c'est bien une prestation à la personne. Est-ce qu'il y a des questions ou alors je passe et puis on voit ça après. Pour l'instant, pas de questions, Aurélie. Ok, ça marche. Ouais, je suis désolée. Du coup, comme je suis sur le téléphone, j'ai pas du tout accès à la conversation. Pas de souci. C'est pas très pratique. Alors, et donc voilà, on arrive aux fameuses aides caisse de retraite. Donc là, CNAV, donc Caisse nationale d'assurance vieillesse. On est donc sur le régime principal. Donc, c'est-à-dire que si vous faites partie de la MSA, du régime de retraite SNCF, EDF, etc. ou autre, voilà, vous n'allez pas être concerné par cette prestation en tant que telle. Mais voilà, chaque caisse de retraite a ses propres dispositifs. Donc là, c'est vrai que sur la matinée, on peut pas balayer tous les dispositifs possibles et inimaginables. On s'intéresse surtout aux gros organismes qu'il faut solliciter. Donc là, l'autre gros organisme qu'il va falloir solliciter, c'est votre caisse de retraite. Donc, ceux qui font partie du régime général, tant mieux, on a l'exemple sur le diapo ce matin. Ceux qui ne font pas partie du régime général, pas d'inquiétude. Il existe aussi des possibilités donc avec la MSA, avec la SNCF, avec les autres, avec la NGDM. Alors, je ne sais pas qui est connecté. Moi, c'est vrai que la NGDM, c'est le régime minier. Moi, c'est vrai que sur le territoire des Hauts-de-France, on a encore beaucoup d'ayants droit des mines, hein, donc avec ce régime particulier. Donc voilà, pas d'inquiétude. Il suffit juste en fait de contacter votre caisse et d'avoir en fait plus d'informations sur les offres de services en faveur du logement. Donc là, au niveau de la CNAV, donc Caisse nationale d'assurance vieillesse, donc eux proposent en fait différents types de prestations. J'essaye d'être au plus clair, hein, parce que c'est vrai que les dispositifs de maintien à domicile, c'est assez complexe. Au niveau donc du maintien à domicile, on a vu tout à l'heure que donc les personnes qui étaient en GIR 1 à 4 allaient pouvoir bénéficier de l'APA. Et que donc dans ce fameux dossier bien vieillir, si elles ne pouvaient pas bénéficier de l'APA, elles allaient être, rebasculées vers leur caisse de retraite. Donc c'est ce qu'on voit ici au niveau des conditions. Pardon.
Donc pour des personnes 5-6. Donc c'est-à-dire que c'est pour des personnes voilà, qui ne sont pas dépendantes, mais qui à un moment donné ont peut-être voilà, une dépendance temporaire ou partielle. Hein. Je pense par exemple à des personnes qui vont se faire opérer d'une prothèse voilà, de hanche, de genou. Voilà, il va y avoir une petite dépendance voilà, temporaire, hein, le temps que la rééducation se fasse et puis qu'elles retrouvent toute leur autonomie. Et à ce moment-là, elles vont avoir besoin elles vont avoir besoin d'aide à domicile. Donc, c'est cette fameuse voilà, ARDH hein, qui est notée. Donc, en sortie d'hospitalisation, on va pouvoir solliciter voilà, cette aide. Voilà, ça, c'est une parenthèse. Parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est ce qui va être le financement du petit matériel. Donc, c'est-à-dire voilà, les barres d'appui, les chaises de douche, les réhausseurs de WC, des planches de transfert pour la baignoire, des tapis antidérapants, enfin voilà, etc., etc. Alors, ça a été mis là puisque en fait voilà, il faut le savoir. C'est une aide qui peut être voilà, débloquée là tout de suite en sortie d'hospitalisation. Donc c'est vrai qu'on n'est pas forcément informé enfin, voilà, de ça. Et moi, je vous invite toujours, en fait, voilà, quand vous êtes voilà, hospitalisé, hein, que ça soit à la journée ou un peu plus, de contacter voilà, le service social de l'établissement. Parce que moi, j'ai été assistante sociale en milieu hospitalier pendant plus de 10 ans. Et c'est vrai que malheureusement, on n'a pas le temps. Nous, on n'a pas le temps de voir en fait voilà toutes les personnes qui rentrent pour la journée ou qui rentrent pour un séjour un peu plus long, si en fait elles ne nous sollicitent pas elles-mêmes ou l'entourage ne nous sollicite pas ou l'équipe ne nous sollicite pas, parce que des fois sur des courts séjours, on s'aperçoit pas forcément du besoin qu'a la personne. Donc voilà, c'est vrai que si on n'est pas sollicité, malheureusement, voilà, nous, on peut passer des fois à côté de certaines infos, certains conseils, et vous, du coup, de certaines prestations qui ne peuvent être débloquées que pendant un laps de temps. Et après, malheureusement, vous perdez voilà, les bénéfices, entre guillemets, de votre hospitalisation. Donc c'est pour ça que voilà, n'hésitez pas des fois même en amont en fait d'une hospitalisation, de contacter l'assistante sociale qui vous dira en tout cas connaissance de cause. Je suis désolée, vous n'êtes pas encore rentré, donc je vais pas pouvoir m'occuper de votre dossier, mais oui, il y a des possibilités. Et moi, ce que je faisais, c'est que voilà, je disais rappelez-moi le jour de votre entrée, ou alors dites-moi voilà la date d'entrée qui est confirmée. Moi, je me le notais sur mon agenda et je savais que voilà ce jour-là, j'avais telle personne à aller voir. Enfin voilà, j'arrivais à voir dans quelle chambre elle était. Et de pouvoir, voilà, à ce moment-là, la renseigner sur ses droits et éventuellement mettre en place donc ces prestations de sortie d'hospitalisation, même si elle n'a été là en fait qu'en ambulatoire. Ah, ça y est, je vois les questions. Donc, je vois, il y a une question. Est-ce qu'en hôpital de jour, c'est possible? Alors, moi, j'ai déjà fait, oui, en effet, des prestations pour des personnes qui étaient en hôpital de jour, puisqu'en fait, en hôpital de jour, souvent, il y a quand même un séjour, même si vous y venez, en fait, qu'une demi-journée par jour, il y a quand même un séjour avec un bulletin de situation sur lequel est notée votre date d'entrée en hôpital de jour et toujours présent tant que la sortie n'a pas été actée. Donc, oui, moi, j'ai déjà monté des dossiers pour des personnes qui étaient en hôpital de jour. Voilà, le fait d'être en hôpital de jour, on pouvait bénéficier, enfin, vous pouvez bénéficier en fait voilà de ces services de l'assistante sociale et aussi des certificats d'appui, on va dire, du médecin du service qui va pouvoir grandement en fait nous aider pour débloquer ces types de prestations. Alors, ce sont des aides qui vont être limitées. Hein, on va être limitées dans le temps, donc souvent à 3 mois, et qui vont être plafonnées à un budget de 1 800 € maximum. Alors, pourquoi c'est plafonné, c'est limité? Puisqu'on va être sur, normalement, des prestations qui vont être temporaires. C'est-à-dire que, comme je le disais, la personne qui va se faire opérer, par exemple, voilà, d'une prothèse, sa récupération va être estimée à peu près, oui, alors 3 mois, on est quand même assez large, mais elle n'est censée voilà, ne plus avoir voilà, besoin d'aide à l'issue, puisqu'on voilà, on est sur une opération qui au contraire, permet de retrouver voilà, toute son autonomie.
Il y avait une autre question par rapport à la condition du GIR. Oui, alors là, au niveau des caisses de retraite, on va être sur des prestations, des prestations de GIR 5-6, voilà, pour des personnes qui ont voilà, conservé leur autonomie. Et c'est ça aussi toute la complexité en fait du dispositif de maintien à domicile, parce que voilà, malheureusement, il faut rentrer en fait voilà dans des cases, hein, soit par rapport au GIR, soit par rapport à sa situation face au logement. Et du coup, bah oui, c'est pas toujours, voilà, c'est pas toujours simple. Alors cette prestation, elle va pas être cumulable avec l'APA et la PCH. Pourquoi? Bah bien évidemment parce qu'on va pas être sur la même catégorie de dépendance. Sur l'APA et la PCH, enfin une DPH, on va être sur une dépendance, voilà, on a vu d'un GIR 1 à 4. Pour la caisse de retraite, on va être 5 à 6. Donc elles ne sont pas cumulables puisque de toute façon, on n'est pas sur la même. Insiste, c'est le désavantage d'être sur le téléphone. Alors, 1 800 € à chaque hospitalisation. Alors, non. On va être sur un. Alors, ça va être une aide qui va être limitée alors, à 3 mois. Si la personne elle est réhospitalisée dans les 3 mois, alors elle ne perd pas forcément le bénéfice des 3 mois. Alors souvent, on arrive à s'arranger avec les services sociaux. Soit on décale en fait la prestation, soit éventuellement on peut en solliciter une. Mais oui, souvent on est quand même limité, à l'année. Bon, dès lors que de toute façon le service social, puisque c'est le service social de la caisse de retraite qui va mettre en place, pardon, cette prestation, dès lors que le service social va être interpellé une fois à l'issue de la prestation, en date à date. À l'issue de la prestation, le service social ne va pas dire oh bah voilà, ça fait 3 mois, la prestation elle est terminée, au revoir, débrouillez-vous. Non, il va y avoir une nouvelle évaluation qui va être faite pour voir si on bascule vers un autre dossier ou si enfin voilà, si la caisse de retraite peut mettre en place autre chose. Alors après, moi, je rentre pas dans les détails, enfin aujourd'hui, parce que ça serait l'objet voilà d'un autre diapo sur tout ce qui va être maintien à domicile. Là, on est bien sur les aides financières par rapport au logement. Mais voilà, le service social ne vous laissera pas comme ça au bout des 3 mois. Il y aura une réévaluation et il y a d'autres prestations qui peuvent être mises en place. Alors, comment sollicite-t-on ce service? Donc, il y a une question d'Anne. Alors, ce service, voilà. Par contre, il ne peut pas être sollicité là par vous-même. Il doit obligatoirement être sollicité par le service où vous avez été hospitalisé, enfin, où vous êtes hospitalisé. Donc, en l'occurrence, bien souvent, c'est l'assistante sociale qui fait la demande parce qu'en fait, si vous voulez, c'est une convention de partenariat. Ils appellent ça ville-hôpital. Donc, c'est-à-dire qu'ils s'engagent à donner une réponse voilà, assez réactive, hein, souvent entre 24 à 72 heures et à mettre en place la prestation dès lors que la personne rentre à domicile. Donc, voilà, il y a des conventions qui ont été signées en fait, entre les services sociaux hospitaliers et les caisses de retraite. Et donc, voilà, on fonctionne par email, mais voilà, vous ne pouvez pas, vous, téléphoner à votre service de caisse de retraite et dire bah voilà, moi à ma sortie je veux une ARDH. Elle va vous dire oui, c'est possible, mais vous allez être obligé de passer par l'assistante sociale. Donc ça aussi, s'il y a des hospitalisations programmées, des fois on a des personnes qui anticipent leur hospitalisation et c'est très bien, qui moi aussi en tant qu'assistante sociale hospitalière, voilà, me contacter en me disant voilà, je vais être hospitalisée, l'assistante sociale de la caisse m'a dit que je pouvais faire une ARDH, voilà. On peut pré-remplir ensemble le dossier, mais voilà, sachant qu'il ne pourra être envoyé, on ne peut pas l'envoyer en amont. Enfin, voilà, il faut attendre que la personne soit bien rentrée dans l'établissement, soit bien hospitalisée, puisque des fois, voilà, malheureusement, il y a des hospitalisations qui étaient annulées. Enfin, voilà, par exemple, en temps de Covid, il fallait faire un test PCR. Enfin, voilà, si le PCR redevenait positif et la personne n'était pas hospitalisée. Enfin, voilà, nous, en fait, voilà, à partir du moment où on envoie le mail, la procédure, elle est déclenchée. Du coup, voilà pour j'ai perdu ma souris du coup. Voilà donc pour cette aide de la caisse de retraite, donc qui n'est pas cumulable avec les autres prestations et qui va être destinée à des personnes plus autonomes, mais qu'elles soient propriétaires ou locataires. Oui, donc ça c'est ce que j'ai dit. Hop, au niveau du bien vieillir. Ensuite, on a l'ANA. Donc, l'ANA, c'est l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat.
Dispositif aide habiter facile. Alors là, ne pourront en fait solliciter cette prestation que les personnes qui sont propriétaires. Si vous êtes locataire, votre propriétaire peut quand même le solliciter, peut quand même le solliciter pour vous. Cette aide-là, elle va être cumulable avec toutes les autres prestations. Donc, c'est-à-dire soit la PCH en fonction de ce que vous avez demandé, mais également avec l'aide de la CARSAT. Voilà, celle-ci, elle est cumulable. Au niveau des conditions, donc les personnes, elles doivent être pas forcément retraitées. C'est écrit retraitées, mais non, pas forcément. Les personnes doivent être en situation de handicap. Elles doivent vivre dans leur logement et donc en être propriétaires. Ça concerne bien évidemment la résidence principale pour un logement qui a été construit donc il y a plus de 15 ans et sous condition de ressources. Alors moi, j'ai pas remis le barème n'a pas été remis sur le diapo parce que mettre un barème pour moi c'est on ne sait pas qui est connecté ce matin sur la visio, donc on ne connaît pas les situations familiales, hein, si vous vivez seul, si vous êtes en couple, s'il y a des enfants à charge, etc. De toute façon, le barème il est disponible sur le site de l'ANA, donc il suffit d'aller voir et en fonction de votre situation de voir en effet si vous êtes dans le barème et que vous pouvez solliciter l'aide ou si vous n'êtes pas dans le barème. Si jamais vous trouvez pas les barèmes, il vous suffit de taper en fait sur internet mon projet ANA. Et lui va en fait, la première chose qu'il va vous demander, puisque là c'est un dossier par contre qui est totalement dématérialisé. La première chose qu'il va vous demander, lui, c'est votre numéro fiscal. Et donc, une fois que vous aurez tapé votre numéro fiscal, il va retrouver votre revenu fiscal de référence et il vous dira tout de suite si en effet vous êtes dans les critères ou pas. Donc, si vous êtes dans les critères, vous pourrez accéder à la suite de la démarche. Donc, c'est-à-dire, continuer de cocher les cases par rapport au projet d'aménagement de votre logement. Ou si vous n'êtes pas dans les barèmes, de toute façon, vous ne pourrez pas aller plus loin sur la page Internet. Ça va être bloqué en vous disant non, vous ne faites pas partie des barèmes. C'est terminé. Au niveau de l'ANA, alors comment ça se passe? Donc là, vous allez devoir remplir un formulaire qui ne va être en fait finalement qu'administratif, identité. Mais ensuite, il va falloir joindre des pièces justificatives, hein, donc toujours à peu près les mêmes. Hein, justificatif de domicile, pièce d'identité, etc. Le rapport de l'ergo avec la grille autonomie, un grille GIR, le certificat médical, les devis, etc. Et ensuite, donc, si vous voulez, l'ANA travaille avec plusieurs structures, hein, plusieurs sous-traitants. Et donc, un de ces sous-traitants prendra contact avec vous et sera donc à ce moment-là votre référent sur le dossier pour faire la visite à domicile, puisqu'à chaque fois, il y aura une visite à domicile. Alors, moi, je ne prends pas ça comme une visite à domicile de contrôle, hein, mais voilà, on va dire de supervision, voir que tous les conseils qui ont été apportés sont les bons, qu'il n'y a rien qui a été oublié. Finalement, c'est que du plus, quoi. Et ensuite, donc votre dossier passera en commission et vous aurez un retour. Ça peut aller très vite, hein, si vous avez un contact qui est réactif et que vous fournissez tous les justificatifs. Dans les 2 mois, vous pouvez avoir un retour. Alors, ce qui va être marrant, hein, petite anecdote quand même, c'est que quand vous sollicitez l'ANA, ils vont vous demander si vous avez si vous avez sollicité d'autres financeurs. Donc souvent, les personnes ont sollicité l'APA ou la MDPH. Et donc, ils vont vous demander combien la MDPH vous accorde, hein, sachant que la MDPH, vous avez 6 mois pour avoir une réponse. Bon, votre dossier ANA sera déjà instruit. Mais voilà, ne soyez pas étonnés. Des fois, dans la procédure et dans l'instruction de votre dossier, il y aura parfois un peu des petites incohérences, mais on va dire c'est le côté très administratif et très des fois un peu dématérialisé, mais pas d'inquiétude. Vous allez avoir un interlocuteur, quelqu'un qui est bien humain et qui a l'habitude de ce type de dossier et qui saura vous accompagner. Donc, c'est ça aussi l'avantage avec l'ANA, puisque c'est vrai que sur le département et sur la MDPH, alors, on a quand même une visite à domicile, mais on n'a pas forcément un interlocuteur privilégié sur votre dossier. À chaque fois que vous allez devoir appeler, vous allez devoir vous munir de votre numéro de dossier que vous aurez eu au moment de l'attestation de dépôt. Mais ensuite, vous avez des plateformes et il faut s'armer de patience pour avoir quelqu'un au bout du fil.
Ah bah si, les barèmes ont été mis là. Désolée, j'ai pas le bon support. Donc voilà, donc là vous avez voilà une idée des barèmes. Alors là c'est les plafonds de ressources pour l'Île-de-France, donc n'hésitez pas à aller sur le site internet pour voir un peu les barèmes sur les autres secteurs, ou alors à faire directement la simulation par le biais du site internet Mon Projet ANA, en t'appelant votre numéro fiscal, et donc là comme ça vous aurez directement vous saurez directement si par rapport à votre situation, ça vaut le coup ou pas de faire le dossier. Hop. Donc, voilà. Ah oui. Alors, non pas. Donc là, moi, au niveau du diapo, il y a encore quelque chose qui n'a pas, voilà, qui n'a pas été abordé. Je veux parler des caisses de retraite. Alors, sachez que vos complémentaires et parfois certaines de votre mutuelle peuvent également en fait apporter des financements, que vous soyez propriétaire ou locataire. Donc ça c'est en plus, et c'est en plus à solliciter, et c'est encore un autre dossier. Donc c'est pour ça que dans ce cadre-là, dans le cadre du maintien à domicile et du financement de l'aménagement, faites-vous accompagner, parce que ça peut très vite être décourageant, parce qu'on a plein de dossiers, on a plein d'interlocuteurs. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à des structures comme Adaptia qui va pouvoir coordonner. Et ensuite, vous avez aussi des associations. Alors, moi, je travaille un petit peu aussi avec l'ANIL, donc qui est l'Agence nationale pour l'information sur le logement. Donc, vous tapez ANIL, vous allez avoir des sites internet, et vous allez avoir en fait des permanences téléphoniques qui vont être gratuites et qui vont pouvoir répondre aussi à toutes ces questions sur votre logement, si à un moment donné vous vous sentez complètement dépassé. Alors là, c'est vrai que donc on a vu donc en fonction, c'est ça qui est important à retenir, c'est que selon votre situation, donc finalement propriétaire, locataire, voilà, il y a des possibilités. Peut-être moins au niveau de l'ANA si vous êtes locataire et que le propriétaire ne veut pas engager de démarche de travaux, ou que vous faites appel à un bailleur social, puisque le bailleur social, ça va être un petit peu plus compliqué lui, donc en termes de juridiction, de solliciter l'ANA. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est quelle est votre situation? Est-ce que je suis donc propriétaire locataire? Est-ce que j'ai déjà eu des droits à la MDPH ou pas? Et quel est mon degré de dépendance? Là, le degré de dépendance veut dire votre médecin traitant ou le personnel hospitalier, l'ergothérapeute va pouvoir vous le déterminer, vous le transmettre, et donc en fonction, vous allez savoir quelles aides vous allez pouvoir solliciter et lesquelles vous allez pouvoir en fait cumuler. Les principales, donc on a tout ce qui va être MDPH et PCH si on a un GIR qui va être entre 1 à 4, et ensuite caisse de retraite si on est 5 à 6. En complément de cela, éventuellement donc l'ANA selon les ressources ou le statut de propriétaire. Et en plus de cela, si je suis retraitée, éventuellement donc ma complémentaire, et en parallèle donc la mutuelle. Donc, vous voyez, c'est quand même assez vaste. Une fois que vous aurez tapé à toutes les portes, que vous aurez éventuellement fait les travaux, que vous aurez eu les versements, réglé les factures, il y aura très certainement un reste à charge. Donc, sachez que sur ce reste à charge, vous pourrez aussi bénéficier d'un crédit d'impôt. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un devis travaux, que vous arrivez à avoir des estimations de financement qui sont possibles, donc vous allez pouvoir calculer votre reste à charge. Et donc, sur ce reste à charge, sachez que vous aurez un crédit d'impôt également. Et donc en conclusion, n'hésitez pas donc à vous faire accompagner par des organismes comme Adaptia, les assistantes sociales, que ça soit indépendante ou milieu hospitalier ou assistante sociale, de secteur, parce que c'est pas simple. Moi, j'essaye de vous l'expliquer au plus clairement, mais c'est vrai que je reconnais que c'est un gros chantier, et que ça peut décourager. Voilà. Après, je suis à votre disposition pour toutes les questions. Ah, je vois, oui, si on ne paye pas d'impôt. Alors, si on ne paye pas d'impôt, il y aura un crédit d'impôt. Donc, c'est-à-dire que vous serez remboursé, en fait. Enfin, remboursé, pas totalement, mais qu'il y aura, en fait, une partie qui vous sera recréditée. Ah, par contre, j'arrive pas à repartir. Vous n'arrivez pas à avoir le reste des questions?
Comment? Vous n'arrivez pas à avoir le reste des questions, c'est ça? Ouais, c'est ça. Genre, j'arrive. Enfin, ouais, je sais pas. Je pense que j'avais un problème de réseau, mais là, ouais, l'ordi, j'ai plus accès, Bon, ouais. pas de souci. Bon, je vais vous les lire de toute façon à la fin. Hop. Bon, ben, merci beaucoup, Rémi. Merci à tous, du coup, d'avoir été là. Je vous mets, comme d'habitude, hop, le petit questionnaire de satisfaction dans le chat. Tac. Vous le voyez bien, oui. Donc, je vous laisse cliquer dessus, y répondre, nous donner éventuellement des suggestions de conférences à aborder ou de sujets à aborder qui pourraient vous intéresser. Hop, on va revenir aux questions juste après. Je vous fais juste un tout petit peu patienter le temps de clôturer et on va revenir à ça très vite. Hop, voilà. Ensuite, à l'écran, vous avez, je vais vous le mettre aussi dans le chat, vous avez le lien vers la chaîne YouTube de Gwendoline Cotresse qui vous permettra du coup de revisionner éventuellement cette conférence si nécessaire, ou si vous souhaitez éventuellement l'envoyer éventuellement voilà, à des amis ou à quelqu'un de votre famille qui pourrait être intéressé par les prestations qu'a cité Aurélie. Voilà, et vous avez aussi le livre bleu et le podcast de Gwendoline Cotresse et Isabelle Palasson qui sont du coup disponibles via les liens qui sont à l'écran. Vous m'entendez pas très bien, je suis navrée. Je pense qu'il y a de la musique derrière moi. Je mange un café. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Ouais, moi, je vous entendais, ouais. Ok, bon, son faible, ok. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc voilà, donc le livre audio et le podcast que vous avez à l'écran. Hop. Et j'en profite du coup pour remercier à nouveau la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine et de CNSA pour son financement. Merci à Aurélie du coup pour sa présence aujourd'hui. Et puis voilà, si vous avez comme toujours des questions, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui est à l'écran. Et pour vous inscrire aux futures conférences, il vous suffit juste de cliquer sur ce lien que vous avez à l'écran, que je vous mets également dans le chat. Hop, vous l'avez juste ici. Voilà. Et il vous permettra voilà, d'accéder à toutes les prochaines conférences, toutes les nouvelles thématiques qu'on va aborder. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, comme je le disais, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui est à l'écran.